Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à ce journal rétrospectif dont voici les sommaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré au Sud Kivu un laboratoire agricole qui aura pour mission de multiplier les semences des produits variés et d'en assurer la transformation. Le laboratoire traitera dans un premier temps des produits de consommation courante tels que le manioc, le haricot, le soja et les bananes plantains. Et puis l'avion qui assurait la logistique présidentielle lors du séjour du chef de l'État au Kivu a connu un crash dans le village de Kasese au Maniema. Aucun survivant, cet avion avait 10 personnes à bord, dont 3 gardes du corps du chef de l'État, son chauffeur et sa voiture blindée. Enfin, les Léopards senior football de la RDC ont fait un match nul contre les Fennecs d'Algérie lors d'un match amical qui s'est joué à Blida en Algérie. Cédric Bakambu a marqué le but congolais. C'est ce mardi 8 octobre 2019 que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration du laboratoire de transformation des produits agricoles de l'Institut international pour l'agriculture tropicale IITA en sigle à Kalambo, situé à 20 km de Bukavu. Le laboratoire porte le nom de campus de recherche IITA président Olusegun Obasanjo en raison de qualité de cet ancien président nigérien. En effet, Olusegun a développé l'agriculture de son pays et il lança la première activité agricole et fit devenir le manioc une culture industrielle. Présent à la cérémonie, le conseiller du président, les députés nationaux et provinciaux, de même que d'autres personnalités étrangères, dont l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo. Dans ce mot des circonstances, le directeur du pôle agricole central de l'IITA, Bernard Van Loué, explique le rôle, les objectifs et la vocation de formation de recherche du campus. Le centre IITA se base sur la promotion de la chaîne de valeur des filières manioc, riz et lait en RDC, s'emploie à encourager l'intégration régionale des pays de Grands Lacs et promet les technologies efficaces et adaptées pour transformer l'agriculture en RDC. Membre du groupe consultatif de la recherche internationale agricole CJIAR en sigle, l'IITA intervient dans les secteurs agricoles pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de même que la gestion de ressources naturelles et la promotion des activités génératrices de revenus grâce aux produits agricoles en RDC. C'est pour appuyer la politique agricole du président Félix Tshisekedi, a dit Bernard Van Loué, que le campus de recherche IITA, président Olusegun Obasanjo, a été érigé en République démocratique du Congo. La ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu a vibré au rythme de l'inauguration par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du laboratoire agricole de la République démocratique du Congo. Ce laboratoire, baptisé président Olusegun Obasanjo, ancien chef d'État nigérien, est le deuxième plus grand laboratoire agricole de l'Afrique subsaharienne. Il s'occupera de la transformation agricole et de la distribution de semences. Vu sa position géographique, le laboratoire président Olusegun Obasanjo va profiter à plusieurs pays dont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la République centrafricaine ainsi que le Congo-Brazzaville. Du point de vue financement, ce laboratoire a été financé en grande partie par le gouvernement congolais via le fonds de promotion d'industrie que dirige Patrice Kitebi Kibolvoul. À ce jour, le fonds de promotion de l'industrie a déjà disponibilisé plus ou moins $1 million des aliments pour cette institution, et ce, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Notez que plusieurs autres institutions du pays ont concouru à la réussite de ce projet, dont l'Institut international de l'agriculture tropicale IITA.
Retenez enfin que cette cérémonie d'inauguration a connu la participation de plusieurs personnalités du pays et celles venues de l'étranger, entre autres l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo, le premier ministre de l'Éthiopie ainsi que le patron de la Banque africaine de développement, pour ne citer que. Les garants de la nation congolaise continuent sa tournée après Bukavu au Sud Kivu où il a tenu une réunion du Conseil national de sécurité avec le gouverneur. Les voilà à Beni. Le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé à Beni dans la province du Nord Kivu ce jeudi 10 octobre 2019. Le chef de l'État vient d'évaluer la situation sécuritaire dans cette partie de la République, lui qui tient à rétablir une paix définitive et durable sur l'ensemble du territoire national en général et le Grand Nord en particulier. Car cette partie de la RDC a longtemps demeuré dans l'insécurité suite aux affrontements entre les différents groupes armés. Ici est de noter que le gouverneur du Nord Kivu, Carly Kassivita, et une dizaine de députés sont arrivés ce mercredi à Beni pour préparer l'accueil du président Félix Tshisekedi. C'est officiel, le crash de l'avion cargo du type Antonov 72 utilisé par la force aérienne de la RDC a bel et bien eu lieu. L'avion est parti l'après-midi du jeudi 10 octobre 2019 de la ville de Goma avec pour destination Kinshasa. Il y avait à son bord environ 10 personnes, dont 3 membres du personnel de sécurité, un des chauffeurs principaux du président de la République Félix Tshisekedi, 4 membres d'équipage militaires et civils. Assurant la logistique présidentielle, l'appareil a perdu tout contact avec le centre de contrôle en vol 59 minutes après son décollage, a annoncé jeudi tard dans la soirée l'autorité de l'aviation civile. L'Antonov 72 avec une autonomie de 6 heures de vol devrait ainsi atterrir à Kinshasa jeudi 10 octobre à 6h43 mais n'a pas pu achever normalement son vol. Par ailleurs, l'autorité de l'aviation civile a annoncé que des dispositions nécessaires sont en train d'être prises au niveau de l'opérateur pour engager des investigations afin de lucider les conditions de la disparition de cet appareil des radars et d'apporter des précisions sur les conditions du crash probablement déclaré par les responsables aériens. Selon les dernières nouvelles, les conditions météorologiques seraient à la base de ce crash qui a eu lieu dans le village Kassese dans la province du Maniema. Aucun survivant parmi les occupants, y compris la voiture blindée du président de la République calcinée, affirment nos sources. Ce mercredi 9 octobre 2019, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, a offert son hospitalité à la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo. Les deux personnalités ont parlé de l'amélioration des conditions de traitement du personnel de l'État et des réformes qui devront être initiées par la ministre, ce sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La patronne de la fonction publique a aussi profité de l'occasion pour présenter ses civilités au président de la Chambre haute du Parlement et autorité budgétaire. Je suis venu voir l'honorable président du Sénat. D'abord pour lui présenter mes civilités en tant qu'autorité budgétaire aussi, et éventuellement échanger avec lui sur un certain nombre de questions qui concernent mon secteur. Et voilà l'essentiel de tout ce qui s'est passé avec l'honorable président du Sénat. Vous savez que le président de la République, parmi les points qu'il aborde dans son programme, il a mis un accent particulier sur le capital humain et ce capital humain se retrouve au niveau de l'administration publique. Donc il va falloir procéder à un certain nombre de réformes, notamment pour l'amélioration du traitement de ce capital humain qui regorge l'administration publique. Et vous savez que l'État congolais constitue en ce jour le plus grand employeur et le gouvernement se bat aussi éventuellement aux côtés de l'autorité budgétaire pour voir comment améliorer la qualité non seulement du travail de ce personnel de l'État,
mais la qualité du traitement aussi. Consciente de la charge qui est la sienne, la ministre Yolande Ebongo ne va ménager aucun effort pour que les conditions de traitement de l'agent de l'État soient améliorées pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même dans l'exercice de sa profession et à son poste de travail. La compétition sur le marché régional et continental des produits du domaine de l'agro-industrie devient de plus en plus intense. La République démocratique du Congo devra également se conformer aux normes qui régissent ces produits. C'est dans ce cadre que ces experts du ministère de l'Industrie réfléchissent déjà. Désormais, l'étape de soumettre les produits congolais dans la filière de l'agro-industrie aux normes exigées et le faire consommer a sonné. Ce, avec les contrôles stricts des produits agro-industriels importés par la République démocratique du Congo, a déclaré le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga. Dans notre ministère, qui est ministère transversal, il y a cette question de normalisation. Notre pays n'a encore pas adopté les normes qu'il faut pour que nos produits soient compétitifs, tant sur le marché national que sur le marché international. Et ça fait effectivement que, faute de cette adoption des différentes normes qui sont déjà en vigueur dans les espaces régionaux dans lesquels nous faisons partie, notamment COMESA, SADC et autres, eh bien, nous ne savons pas contrôler et ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de chez nous ne sait pas être apprécié à l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'il était important, en arrivant aussitôt à la tête de ce ministère, que nous puissions convoquer à cette commission technique. On va nous prendre au sérieux que des choses qui viennent désormais de la RDC respectent un certain nombre de normes et peuvent donc être consommées à l'extérieur sans que cela soit en mesure de transmettre des maladies. Notez que ces travaux seront sanctionnés par des recommandations qui seront soumises au ministre. Préoccupé par le coût d'organisation de funérailles dans le pays, le ministre de l'Aménagement du territoire, AGH Matembo Toto, tient à la création et à l'aménagement du jardin de mort au cimetière. C'est ainsi qu'il a effectué mercredi 9 octobre 2019 sous la pluie une descente au groupement Bouma dans la commune de Lantsele à Kinshasa, question d'avoir une idée claire sur le lieu où sera aménagé ce jardin de mort appartenant à l'État. Par la même occasion, le patron de l'aménagement du territoire a répondu aux préoccupations de la population de cette partie de la capitale qui souffre des difficultés liées aux infrastructures routières. Na prendre acte, il y a difficulté, na ba contrainte, il y a population à Bouma. Kamwanzela, problème exacté. Dans la ministre de l'aménagement territoire, il faut aménager territoire na biso. Na okende kosola na collègue nanga ministre ya infrastructure na kopesa ba priorité parce que biso toza wana pona kosala ba plan liboso ya côté ya Bouma eza nzela makambo mosusu ya développement ekolanda après il faut d'abord nzela ezala eloko eza biso pasi ezaka makambo ya nzela eloko mosusu eza biso pasi te kaka nzela kaka tosengi bakonzi bayokela biso mawa kaka mpona nzela kaka papa biso toza na condition difficile toza awa soki ete moto azwi maladi awa na miniti moyo mema yeza te po nzela pende ekufa me asali kutu effort effort personnel bosala kaka biso nzela kaka papa. Retenez que selon des études faites, la construction d'un cimetière ou jardin de mort coûtera moins à la population quinoise en particulier, voire congolaise en général. Il peut enfin regagner le pays. Très proche collaborateur de Moïse Katumbi, dont il est à la fois conseiller politique et stratégique, Salomon Kalonda dit Escadela est désormais en règle avec la loi congolaise. L'opposant a obtenu mardi son nouveau passeport biométrique après plusieurs mois de négociations avec Kinshasa. Fatigué d'attendre, ce bras droit de l'ancien gouverneur du Katanga accusait les nouveaux pouvoirs de bloquer son retour au pays. Après l'obtention de son passeport, le directeur financier du tout-puissant Mazembe s'est montré tendre à l'égard du clan Tshisekedi. Après une longue attente, j'ai enfin reçu mon passeport. Merci à ceux qui m'ont soutenu durant cet exil. J'ai salué la décrispation politique prônée par le chef de l'État et vais rentrer en RDC bientôt pour y poursuivre la lutte au sein de l'opposition aux côtés de Moïse Katumbi, a-t-il tweeté.
L'affaire de ce passeport commençait à prendre d'autres proportions. Alors qu'il avait rempli toutes les formalités, au même moment que Moïse Katumbi, à l'ambassade de la RDC à Bruxelles, Salomon Kalonda n'obtiendra pas son passeport, contrairement à son boss qui sera servi dans les délais. Non en règle, il laissera M. Katumbi regagner seul le pays le 20 mai après 3 ans d'exil. La manifestation des protestations contre l'assassinat de Mike Zama, jeune étudiant congolais de 21 ans, tué le 26 septembre 2019 à Rome, a eu lieu ce mercredi 9 octobre 2019. Membres des familles, amis et connaissances étaient à l'ambassade d'Italie pour y déposer un mémo et exiger que justice soit faite dans cette affaire, tout en sollicitant l'implication du chef de l'État et des gouvernements congolais. Les membres de la famille ont qualifié cet acte de raciste, bien que le gouvernement italien cherche à camoufler la vérité. Comme prévu, le mémo confectionné pour la circonstance a été déposé. Et juste après ces gestes, Didi Dissachi, membre de la famille, s'est exprimé à notre micro. L'ambassadeur nous a bien reçus. Il ne pouvait pas donner une conclusion, d'autant plus qu'il doit entrer en contact avec les autorités au niveau de Rome. Mais il a promis son accompagnement afin de restituer la vérité. Et vous restez dans quelle position? Attendre la version de l'ambassade? Nous allons, puisqu'il a fait des bonnes suggestions, nous allons essayer de travailler ensemble, main dans la main, afin que finalement nous serons gagnants-gagnants et que la justice soit faite. Espérez-vous que la justice sera faite? Nous espérons toujours que la justice soit faite. Nous avions saisi aussi les autorités congolaises. Nous avons saisi le vice-ministre des Congolais de l'étranger. Nous avons saisi le ministre des Affaires étrangères. Nous avons saisi la primature, c'est vrai, en copie, et même la présidence de la République, de sorte que la lumière soit faite sur cet assassinat que la famille ne peut pas supporter. Que la justice triomphe, s'élever des uns et des autres touchés par cette mort de Mike Zama. Le collectif des journalistes du Top Congo FM déplore et condamne le mauvais traitement infligé à leur confrère Dominique Dinanga, victime d'un lynchage samedi 5 octobre 2019 au centre Béthanie. En convalescence après une longue maladie, le journaliste Dominique a justement voulu honorer l'invitation lui envoyée par le chargé de communication de l'ex-premier ministre Bruno Tshibala pour la couverture d'une manifestation au sein de son parti politique. Le confrère aurait eu le malheur de se présenter comme journaliste et précisément de Top Congo FM auprès d'un préposé à l'entrée de la salle où s'était née la manifestation et dont l'accès lui était barré. Ayant appris son identité, le militant de l'UDPS Tshibala s'est saisi de lui et l'ont tabassé sauvagement. Joint par la rédaction de BS Télévision, Dominique Dinanga a témoigné. Au nom de la bonne relation que nous avons toujours eue, c'est pas la première fois qu'on travaillait, voilà. Alors j'ai dit que je dois quand même y arriver. Je suis arrivé sur les lieux et je trouvais qu'il y avait beaucoup de militants de l'UDPS, Tshibala bien sûr. C'était plein vraiment dans la cour et même à l'extérieur, avec des drapeaux en train de chanter comme d'habitude dans des manifestations politiques. Alors j'ai dû m'effrayer le chemin pour atteindre la porte de la salle où s'était née la manifestation. Malheureusement, celui qui était à l'entrée m'a dit que je ne devais pas accéder à la salle. J'ai dit que j'étais là sous l'invitation des organisateurs. Malheureusement, il ne m'a pas laissé passer. J'ai sorti ma carte. Je vais montrer pendant ces temps-là, il y avait déjà des menaces derrière de ceux qui avaient les drapeaux. Voilà, ils criaient déjà, tu ne vas pas entrer au Kodaté. Donc, voilà. Alors, quand le monsieur leur a dit, celui qui était à l'entrée leur a dit, Aza journaliste et à Top Congo. Alors ils ont tous crié, c'est que moi j'ai entendu derrière moi, c'est Tobo Mae, donc. Et pendant ce temps-là, ils m'ont récupéré. Le monsieur qui était juste là derrière moi m'a récupéré par la veste. Il m'a donné un coup. Je suis tombé. Je me suis redressé. Il m'a donné un autre coup. Je suis tombé la deuxième fois. Et quand j'ai essayé maintenant de courir pour me sauver,
Je devais traverser la foule et c'est au milieu de la foule que j'ai été récupéré. Ils m'ont mis par terre, ils m'ont frappé sérieusement avec leur drapeau. Les bâtons de leur drapeau, c'était comme un voleur ou alors un serpent. Donc je ne leur ai rien fait. Je venais de me remettre d'une intervention chirurgicale qui m'avait gardé d'ailleurs pendant 4 mois à la maison. Je venais de reprendre le service il y avait un peu plus d'une semaine. J'étais sans défense. Je ne pouvais pas me défendre tout seul et c'était sous le regard impuissant des 2 agents de la police. Là, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis tombé et voilà, on m'a amené à l'hôpital. Admis après son lynchage à la clinique Ngaliema où il continue d'être suivi de près, étant encore convalescent après une intervention chirurgicale, la victime se demande s'il n'a pas été attiré dans un piège quelconque, mais laisse la justice faire son travail comme il se doit. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir, je ne peux pas affirmer ce dont je n'ai pas de preuves, mais les faits sont là. Les faits sont là, on m'a invité, je suis arrivé, on m'a refusé l'accès à la salle et les militants m'ont récupéré. Est-ce que c'était un piège? Ça, c'est peut-être une enquête qui peut le dévoiler. Effectivement, la seule chose que j'ai déplorée, c'était la libération de l'un de Bourreau, le meneur. D'ailleurs, c'est lui qui m'a frappé le premier. Il a été interpellé parce que quelques temps après, il a été identifié, on me l'a présenté, oui, je l'ai reconnu. Mais bon, le monsieur a été relâché. Ça, je n'ai pas aimé. Informé de la situation, selon les témoignages du confrère, Bruno Chibala s'est rendu dimanche 6 octobre à son chevet. Il a dit déplorer cet incident et a promis d'identifier les auteurs de cette bavure. Par ailleurs, les journalistes congolais sympathisent et expriment leur solidarité à l'endroit de l'un de leurs. Ainsi, ils réclament tous que la justice soit faite, vu que Dominique Dinanga n'est pas le premier journaliste à subir un tel traitement. Fridolin Ambongo a reçu des mains du pape la barrette symbolisant ce titre de cardinal. À cette occasion, 12 autres cardinaux ont été créés par le pape François au cours d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision et suivie avec attention à RDC. Dans son exhortation, le chef de l'Église catholique a invité les nouveaux cardinaux à avoir de la compassion pour bien mener leur mission afin d'être loyaux dans leur ministère. L'élévation cardinaliste de Fridolin Ambongo s'est faite en présence d'une forte délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le président de la République, Félix Tshisekedi, et la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, mais aussi des opposants dont Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Au cours d'un repas que le nouveau cardinal a offert à la délégation congolaise, Fridolin Ambongo a fait savoir que le rôle de l'Église est de rassembler pour créer la communion autour des valeurs. Il a remercié tous ceux qui ont fait le déplacement des Roms, en tête le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau cardinal congolais sera présenté aux fidèles le 17 septembre prochain au Stade des Martyrs. Fridolin Ambongo remplace à cet effet Laurent Mosengo Passigna qui a pris sa retraite pastorale. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître, dit-on. Les cadres et agents de la minière de Bakwanga, MIBA en sigle, viennent d'expérimenter cet adage. Après de si longues années sans toucher son dû, le personnel de la société d'exploitation minière MIBA a enfin perçu un encouragement financier. Tout est parti d'une opération d'identification biométrique organisée par la firme canadienne Saint-Louis BGM, opération qui a permis à cette firme partenaire de la RDC d'avoir une idée exacte du personnel actif de cette société afin de procéder au paiement de son salaire du mois de septembre qui vient de s'écrouler. Ce geste, bien que considéré comme une goutte dans l'eau dans l'océan, arrache quand même le sourire de bénéficiaires. Nous remercions d'abord le chef de l'État pour avoir pensé et accepté qu'un partenaire de taille arrive dans notre province pour plusieurs réalisations. C'était comme des rêves et aujourd'hui nous voyons que c'est une réalité. Les gens ont parlé dans divers sens et aujourd'hui nous avons vécu, nous voyons
les personnels sont en train de toucher. La production au sein de la MIBA a repris des plus belles. Selon certaines indiscrétions, plus de 3500 carats de diamants ont été produits en seulement 10 jours. Le directeur administratif de la minière de Bakwanga applaudit ces gestes de la firme Saint-Louis qui vise à motiver les travailleurs à bien refaire fonctionner la MIBA. Donc la production a déjà repris, ça fait déjà plus d'une semaine. Et entre-temps, quand on paye, c'est une source de motivation importante. Donc je pense que la MIBA est bien partie. Ceci est un nouveau départ pour la MIBA basée dans la province du Kasaï oriental, précisément en Mbuji-Mayi. Cette société dont les lampes s'étaient éteintes recouvre sa lumière. Bonne nouvelle, surtout pour de nombreux Kasaïens ayant quitté leur province à cause de l'inactivité de la dite société, considérée comme le cerveau moteur de la ville de Mbuji-Mayi et ses environs. Les auditoires modernes construits sur le site universitaire de Mousompo, dans la province du Lualaba, ne cessent de susciter la curiosité. Le jeudi 3 octobre 2019, Richard Mouyej Mangenzmans, gouverneur de cette province, a conduit une délégation menée par les directeurs des actions sociales de la Générale de Carrières et des Mines en charge de l'enseignement et de la santé en visite guidée de ce bâtiment. Les auditoires, équipés des écrans géants des dernières générations, permettront aux étudiants de suivre les cours par téléconférence. Chaque auditoire dispose de 250 places assises. Outre les auditoires, la délégation a aussi visité le cafétéria et le bureau administratif. Conscient que cela exige beaucoup d'efforts, Richard Mouyej reste constant et déterminé à offrir des cadres éducatifs viables à ses administrés. Ce sont deux piliers importants pour réaliser le rêve de l'actuel président de la République, les peuples d'abord. Mais nous avons tenu à faire la synthèse entre deux principes forts. Révolution de la modernité, vous avez vu, et la qualité de l'enseignement. Les peuples d'abord, parce que l'homme est au centre de toute préoccupation. Et pour forger cet homme, c'est d'abord l'éducation. Et puis le maintenir en bonne santé. Nous avons beaucoup de projets déjà enclenchés sur le plan de la santé. Nous aurons l'occasion d'en parler. Et là, nous sommes à l'université. C'est un bloc. Nous avons l'idée d'en faire 2, 3, 4, 5. Mais nous sommes un peu gênés par la fluctuation des prix sur les marchés de minerais et surtout la chute des cours de cobalt. Parce que c'est avec la taxe cobalt Kassoulou CDM que nous avons initié ce projet. Mais nous avons espoir qu'à l'inauguration, les opérateurs miniers que nous allons inviter puissent mordre et nous soutenir comme ils avaient fait à l'époque avec la bibliothèque. Nous allons de l'avant. C'est bien de donner des bourses aux enfants pour qu'ils aillent ailleurs, mais l'objectif, c'est de créer les mêmes conditions chez nous. Nous l'avons fait 3 fois, les enfants vont partir, mais il faudrait que très rapidement, tous les enfants accèdent aux mêmes chances de formation. Parce que quand nous envoyons en Europe, c'est 10, c'est 15, c'est 20. Alors qu'il y a des centaines d'enfants qui terminent, des milliers d'enfants qui terminent les humanités, il faut que leur université réponde aux conditions de modernité. Ce n'est pas facile, les moyens sont limités, mais nous avons la volonté, nous avons la détermination et nous croyons en Dieu. Nous espérons que les moyens viendront. Le directeur de la Générale de Carrières et des Mines a trouvé les mots justes pour saluer l'action du gouverneur. Moi, je suis le directeur des actions sociales de la GICAMINE qui s'occupe de l'enseignement et la santé. Je viens d'être impressionné par la structure que je viens de visiter pour l'université en fait d'éducation et ça m'encourage beaucoup parce que j'ai beaucoup d'écoles au niveau de la GICAMINE dont les meilleurs résultats sortent aussi d'ici. Et nous pensons que les enfants, les élèves vont étudier dans les meilleures conditions et nous tenons à féliciter sérieusement le gouverneur du Lualaba, son Excellence M. Richard Mouyej Mangenzmans, pour cette initiative combien louable, qui rencontre le souhait du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Ça se voit déjà, qu'on s'occupe sérieusement du peuple. Notez que cette université de Kolwezi n'est pas la seule de la province à bénéficier de telles infrastructures. À l'ISTA et l'ISTEM, d'autres auditoires similaires sont en construction.
Dès la sortie de la cité de Manono pour le village Ankoro, au croisement de cette route avec la route Kimberley, le changement se remarque déjà. De l'avis des usagers de cet axe, la firme chinoise Crec 9 a fait un petit miracle en faisant disparaître les érosions, les crevasses et autres bourbiers qui jalonnaient anciennement cette route, la rendant impraticable. À la place se trouve désormais une bonne route en terre battue, rechargée à la latérite et idéalement compactée. En visite d'inspection sur ce projet, ce jeudi 10 octobre, le chef d'antenne de l'agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, a salué ce résultat. Vous avez constaté avec moi que nous avons roulé pratiquement à 100 à l'heure, 120 à l'heure. C'est une route très bien faite. Nous avons noté qu'il y a quelques petits travaux d'assainissement qu'il faut faire pour protéger la route, notamment quelques saignées. Ces 47 premiers kilomètres déjà réhabilités débouchent au fleuve Congo, à hauteur du port Muyumba et son célèbre camp marin. 7 kilomètres plus bas, après que la route ait longé le fleuve, on débouche cette fois sur le port de Kajiba, auquel on accède après la traversée du fleuve. La cité d'Ankoro est à 55 km de là. Le planning des travaux de la firme Crec 9 renseigne que d'ici au mois de décembre, cette section-là sera également réhabilitée. Il ne restera alors plus que les 75 km entre Ankoro et Kitanda qui attendront la prochaine saison sèche. La survie d'une route en terre est liée à l'entretien. Pour ce projet, l'entrepreneur travaillera également à l'entretien pendant un certain temps, rassure ici Floribert Mwamba-Chifumbe. Le contrat qui a été signé avec l'entrepreneur Crec 9 prévoit que non pas seulement on construit la route, mais aussi longtemps qu'on sera encore de ce côté, on continuera à la maintenir jusqu'à ce qu'on arrive à la réceptionner définitivement. Ainsi, peu à peu, tous les territoires de la province du Tanganyika se retrouvent à nouveau accessibles. C'était 11 national congolais New Look que le monde entier et les sportifs congolais ont vu se produire hier à Blida en Algérie face aux Fennecs d'Algérie désillusionnés. Ceux-ci ont affiché leur volonté d'en découdre au plus vite avec les léopards congolais. Ils développent des assauts dès l'entame et marquent à la 6e minute sur une balle mal renvoyée par les portiers congolais Parfait Mandanda. Les buteurs algériens Islam Slimani déchaînent la joie du public très majoritairement acquis à sa cause. Mais c'était sans compter avec la qualité technique et la morale haute des léopards. Le but égalisateur arrive 20 minutes plus tard, soit à la 26e minute par Cédric Bakambu, qui reprend avec un métier en centre de la gauche vers la droite tiré par Yannick Bolassier. Le jeu reste équilibré jusqu'à la mi-temps et les scores égalitaires. À la reprise, les Algériens multiplient les attaques mais butent contre la défense congolaise qui tient le coup. Les changements opérés dans l'une ou l'autre équipe ne modifient ni la physionomie ni les scores du match. La grande bataille s'est livrée au milieu du terrain et les deux gardiens ont été peu sollicités. Le score final d'un but partout fait le bonheur des léopards qui ont tenu en échec les Fennecs d'Algérie sur leurs propres installations, recréant la confiance entre eux et le public congolais trop exigeant en termes de résultats. C'est le dimanche 13 octobre que les Léopards A vont livrer leur deuxième rencontre test de l'ère Christian Sengui face aux éléphants de la Côte d'Ivoire à Amiens en France. Fin de ces journaux rétrospectifs, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré au Sud Kivu un laboratoire agricole qui aura pour mission de multiplier les semences des produits variés et d'en assurer la transformation. Le laboratoire traitera dans un premier temps des produits de consommation courante tels que le manioc, le haricot, le soja et les bananes plantains. Et puis l'avion qui assurait la logistique présidentielle lors du séjour du chef de l'État au Kivu a connu un crash dans le village de Kasese au Maniema. Aucun survivant, cet avion avait 10 personnes à bord, dont 3 gardes du corps du chef de l'État, son chauffeur et sa voiture blindée. Enfin, les Léopards Senior Football de la RDC ont fait un match nul contre les Fennecs d'Algérie lors d'un match amical qui s'est joué à Blida en Algérie. Cédric Bakambu a marqué le but congolais. Ainsi s'achève complètement cette édition rétrospective. Restez branchés sur les antennes de BCTV et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.